Troisième partie donc, l'actualité parlementaire et politique avec les rubriques habituelles, l'interview politique, l'agenda et l'œil 2 dans un instant. Tout de suite, c'est le tour d'horizon de l'actualité. Alexa Verria, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Toutes les polices de France mobilisées encore ce matin pour retrouver Cherif Chekhat, le tireur présumé de l'attentat de Strasbourg. L'homme fiché S devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative d'homicide. Le bilan de cette attaque est toujours de 2 morts. Une personne est en état de mort cérébrale et le pronostic vital est engagé pour 2 autres blessés. Bruno Le Maire veut se rapprocher le plus possible des 3%. Le ministre de l'économie était auditionné hier au Sénat. Il est revenu sur le coût des mesures annoncées par Emmanuel Macron. Il a évoqué un effort des entreprises et une taxe sur les GAFA. 300 000 emplois en France non pourvus. Comment faire baisser ce chiffre et moins peser sur le chômage? C'était l'objet d'un débat hier au Sénat. Nous irons à Argenteuil dans une entreprise qui justement peine à recruter. Mais tout d'abord, les suites de l'attentat de Strasbourg. Les réactions sont nombreuses dans la classe politique. La droite et son chef de file, Laurent Wauquiez, plaident pour un renforcement de la législation, notamment en ce qui concerne les fichiers S. La gauche, elle, dit refuser les polémiques. Regardez ce reportage de Jonathan Dupriez. Y a-t-il eu des dysfonctionnements des services antiterroristes? Alors que l'auteur de l'attentat de Strasbourg est toujours en fuite, l'extrême droite et la droite, à l'image de Laurent Wauquiez, plaide pour un durcissement de la législation. Combien d'attentats commis par des fichiers S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme? Qu'attendons-nous pour enfin livrer bataille, pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre? De leur côté, en pleine crise sociale, les autorités en appellent à la retenue de la classe politique. La menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation. Le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue. Pour certains caciques de la gauche, pas question de s'engouffrer dans la polémique. Il n'y a même pas le temps du recueillement qui est respecté vis-à-vis des familles. Moi, je le regrette profondément. Les mêmes qui disent cela ne sont pas ou ne sont plus aux responsabilités depuis longtemps. S'ils avaient connu les périodes que nous avons connues quand nous étions au gouvernement en tant que socialistes, ils pourraient constater que le risque zéro n'existe jamais. À Strasbourg, un assassin a frappé avec les méthodes des terroristes. Jean-Luc Mélenchon est l'un des derniers leaders politiques à s'être exprimé sur l'attaque de Strasbourg. Ne laissons pas les terroristes nous terroriser, a-t-il dit, tout en témoignant sa solidarité envers les victimes et leurs familles. Bruno Le Maire veut se rapprocher le plus possible des 3%. Le ministre de l'économie était auditionné hier au Sénat. Il est revenu sur le coût des mesures annoncées par Emmanuel Macron. Il a notamment évoqué un effort des entreprises ainsi qu'une taxe sur les géants technologiques américains, les GAFA. Julie Hulin. Après les annonces d'Emmanuel Macron, l'heure est au calcul face à un véritable casse-tête budgétaire. Les mesures annoncées devraient coûter près de 10 milliards d'euros et faire basculer le déficit au-delà des 3%. Hier soir, face aux sénateurs, Bruno Le Maire a tenu à s'engager en assurant vouloir maîtriser les dépenses publiques. Et que je considère qu'il n'y a pas de croissance économique solide et durable sans un rétablissement des finances publiques. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour rester le plus près possible des 3% de déficit public en 2019. Pour équilibrer les comptes et rassurer Bruxelles, le ministre de l'économie a évoqué hier soir plusieurs pistes. Ça peut passer par de la maîtrise de dépenses publiques, et nous y travaillons actuellement. Ça peut passer par un effort spécifique demandé aux plus grandes entreprises. J'y suis favorable, parce qu'après tout, dans les circonstances actuelles, il n'est pas illégitime de demander un effort particulier aux plus grandes entreprises. Et ça passera par la mise en place de la taxation des géants du numérique. Des mesures supplémentaires pourraient donc se rajouter à la demande faite aux entreprises de primes exceptionnelles aux salariés. Une des pistes envisagées, la modulation de la baisse des impôts sur les sociétés. Si rien n'est encore arbitré, le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici a affirmé hier qu'un dépassement temporaire et exceptionnel du déficit serait envisageable. De quoi donner un peu d'air à Emmanuel Macron.
Et on poursuit ce tour d'horizon de l'actualité. 300 000 emplois en France sont non pourvus, Saveria. Comment faire baisser ce chiffre et moins peser sur le chômage? C'était l'objet d'un débat hier au Sénat. Nous nous sommes rendus dans une entreprise qui justement a du mal à recruter des salariés. C'est un reportage de Samia Dechir. 6 piscines municipales sur 10 sont équipées par les robots nettoyants de cette entreprise française. À sa tête, Yohan Chouraki. Il dirige 75 salariés. Ce n'est pas assez pour répondre aux commandes de ses clients. Ici, 11 postes sont vacants, du directeur de production à l'ingénieur. Je n'arrive pas à trouver réellement les profils qui m'intéressent. J'ai beau mettre à la NPE, j'ai beau faire des recherches en fait, à travers des cabinets de recrutement, il y a très peu de personnes qui répondent à nos offres. Après avoir cherché pendant 1 an un coordinateur de service après-vente, il a fini par le trouver en allant chercher dans un autre secteur. On s'est dit quelles sont les qualités et quels sont le profil qu'on doit avoir pour faire ce qu'on a envie de faire. Et donc on s'est dit au final, les hôpitaux, les gens qui gèrent le SAMU, les urgences font ça. Les gens qui gèrent tous les transports, à la fois de personnes mais aussi en fait, du transport, de la logistique, font aussi en fait, cette coordination. On a combien d'interventions ce matin ? Sur Paris, on est à 4. Guillaume Magne était auparavant gestionnaire de planning dans une entreprise de transport. Les compétences, je pense que je les avais. La formation, je ne l'avais pas, mais j'ai été bien accueilli, pris en main. On m'a expliqué le fonctionnement global du SAV. Ce recrutement a donné à Yohan Chouraki l'idée de créer une académie de formation. Il a investi 800 000 € dans ces bâtiments pour former ses salariés aux postes sur lesquels il a du mal à recruter. Je vous présente Hexagone Academy, la salle de classe et le professeur. En 23 ans, Olivier Berthet a occupé presque tous les postes dans l'entreprise. C'est lui qui assurera les formations d'Hexagone Academy. J'ai pas fait d'études supérieures, donc j'ai un baccalauréat. Et à l'époque où j'ai été embauché, effectivement, j'ai été embauché pour d'autres compétences que des compétences acquises à l'école. Former les personnes en interne, ça permet de s'axer plus sur un parcours professionnel de chacun que sur le diplôme. Hexagone Academy ouvrira ses portes fin janvier 2019. Elle accueillera aussi des salariés venus d'autres horizons professionnels. Voilà, on poursuit Territoire Sénat. Dans un instant, c'est l'interview politique. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Daniel Chassaing, vous êtes sénateur Les Indépendants de Corrèze et merci d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour Daniel Chassaing. La suite de l'attentat de Strasbourg, beaucoup à droite, notamment le chef de file de la droite, Laurent Wauquiez, plaide pour un rétablissement de l'état d'urgence, mais également l'arrestation préventive des fichiers S. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous y seriez favorable? Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je pense qu'actuellement, les prérogatives qu'il y avait dans la loi d'état d'urgence sont rentrées dans le droit commun. Et je ne vois pas ce que ça apporterait de rétablir l'état d'urgence. Par contre, sûrement, il faut avoir beaucoup plus de renseignements, essayer de mettre le paquet là-dessus pour que, on essaye de voir, de prévenir les attentats. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir mettre 20 000 personnes fichées dans les prisons, parce que sinon, il faudrait faire énormément de prisons. C'est très compliqué. Alors, je voudrais aussi, bien sûr, adresser ma compassion, ma solidarité aux familles, aux habitants de la ville et aux élus. Est-ce que dans ce contexte d'attentats, dans ce contexte sécuritaire, de menaces sécuritaires très élevées, est-ce qu'il faut remettre en cause les manifestations des Gilets jaunes samedi prochain? Plusieurs figures de la majorité appellent ce matin à ça, notamment François de Rugy qui est à l'instant sur notre plateau. Écoutez, moi je pense qu'actuellement, il y a eu un tournant quand même après les annonces du président pour les Gilets jaunes. Je pense qu'ils doivent réfléchir. Moi je pense qu'ils devraient écouter ce qui a été dit. Je pense que le président de la République les a entendus et il faut maintenant revenir, si vous voulez, sur le dialogue, notamment dans les territoires. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, lui, soutient un acte 5. Il dit « la vie démocratique doit continuer ». Oui, la vie démocratique continue, il n'y a pas de problème. Non, mais en ce sens, oui, il faut mobiliser samedi.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, mais quel que soit moi, je le contexte donne mon sécuritaire. avis. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'écoute du gouvernement, bon, on peut continuer effectivement, mais là il y a eu une écoute. Je pense qu'il faut que les Gilets jaunes le prennent en compte. Il y a eu des mesures fortes et claires qui ont été annoncées. Justement, précisément, est-ce que les mesures qui ont été annoncées lundi soir par Emmanuel Macron, la hausse du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime de fin d'année, est-ce qu'elles sont suffisantes pour mettre un terme à la crise des Gilets jaunes ? Si vous voulez, c'est jamais suffisant parce que moi je les ai rencontrés. Effectivement, il y a des gens qui ont des petites retraites, des personnes qui ont le SMIC ou même qui travaillent à temps partiel. Donc c'est jamais suffisant. Mais ce qui a été dit, c'est-à-dire les heures supplémentaires peuvent apporter effectivement un plus très important. Les 100 €, vous savez que la plupart donc des spécialistes de l'économie disent qu'il ne faut pas augmenter le SMIC parce qu'il faut que les entreprises restent compétitives. 100 €, je pense que c'est une prime, c'est quand même une augmentation du pouvoir d'achat. Donc je pense qu'avec la défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisation de primes de fin d'année et surtout quand même pour les retraités, ne pas avoir d'annulation de la hausse de la CSG, entre 1200 et 2000, je pense que c'est une mesure quand même forte. Donc je pense qu'il faut écouter d'autant plus que maintenant, les annulations sur les taxes, sur les carburants, l'annulation de l'augmentation. Donc ça, c'est quand même important. Donc, à votre sens, l'enveloppe globale, elle est notoire. Denis Chassaing, vous êtes de Corrèze, vous êtes vous-même allé sur les ronds-points. Vous avez beaucoup échangé avec les Gilets jaunes. À votre sens, le gouvernement doit davantage écouter le peuple? Écoutez, je crois que lorsqu'on gouverne, eh bien, il faut écouter le peuple. On ne gouverne pas contre le peuple. Alors moi, j'avais fait remonter à plusieurs reprises, si vous voulez, le ras-le-bol de l'augmentation des taxes, notamment sur le gasoil. Je l'ai fait remonter plusieurs fois aux membres du gouvernement. Donc il faut écouter ce qui vient des territoires. Voilà, je suis allé voir ces personnes qui sont des gens qui sont pas du tout agressifs, très sympathiques. J'ai discuté avec eux. Bon, ils ont effectivement plusieurs revendications. Déjà, il y en a certaines qui sont, bien sûr, qui ont été prises en compte. Et ça, c'est très bien. Ça a été justement une des plus graves erreurs du gouvernement ces dernières semaines dans cette crise des Gilets jaunes, de ne pas écouter la France qui travaille dur, la France des territoires, la France des ruraux. Mais bien sûr, mais même dans une commune, il faut écouter, parce qu'on prend des décisions, mais on oublie des choses. Et il faut voir les gens, être près des gens. Et là, il fallait que, effectivement, la gestion, pour moi, était calamiteuse du gouvernement, que, par ailleurs, il y a eu de bonnes choses qui ont été mises en place depuis un an. Mais la gestion qui a été faite au niveau donc de l'essence, de gasoil, ça a été calamiteux. Il fallait écouter ce qui remontait des territoires qu'on sentait, nous, très fort. Justement, toujours sur ce sujet, Édouard Philippe, le Premier ministre, a parlé d'une colère qui vient de loin, une colère de la France qui travaille dur, qui n'y arrive plus. Oui. C'est cette colère que vous entendez dans votre territoire? C'est cette colère que j'ai rencontrée sur les ronds-points, si vous voulez, parce que c'est des gens qui sont au SMIC et au-dessous du SMIC avec des petites retraites. Et ils ont des difficultés à faire les fins de mois, c'est vrai. Donc il fallait davantage les écouter, et la CSG qui a été mise en place sur des salaires qui étaient trop bas. Il fallait effectivement avoir des salaires plus élevés, conserver le pouvoir d'achat des petits retraités. Et lorsque vous êtes en rural, vous avez deux choses. Vous avez lorsque on arrive à créer des emplois en rural, souvent, alors on dit il faut faire du vélo, il faut avoir des voitures électriques, mais ils ne peuvent pas se payer ça. On dit après, on veut donner des aides pour acheter une voiture, mais ça, c'est pas possible. Les gens n'ont pas les moyens. Autre chose pour les chaudières.
toujours pareil. Les gens n'ont pas les moyens de mettre le complément. Donc, il faut écouter cette souffrance. Les gens, à la fin du mois, ils sont très justes. Donc, il faut les écouter. Je pense que ça a été fait, peut-être. C'est jamais suffisant, si vous voulez. Mais il y a eu un effort de fait de l'État. Pour terminer, Daniel Chassaing, vous faites partie, vous êtes vice-président d'un groupe ruralité. Oui, absolument. Au Sénat. Pourquoi avoir créé ce groupe? Sur quel thème, sur quel dossier allez-vous travailler? Ce groupe ruralité qui est transpartisan. C'est complètement transpartisan. Tous les sénateurs ont reçu une invitation. Donc là, c'est complètement transpartisan. Et pourquoi? Parce qu'au niveau rural, on a besoin d'aide. Vous avez le milieu urbain, le périurbain, c'est pas le rural, mais vous avez après autour le rural profond. Et là, le rural profond souffre. Pourquoi? Parce que vous avez une population agricole qui diminue, qui vit très difficilement. Et donc, il faut aider la ruralité, c'est-à-dire les bourgs-centres, mais aider aussi à pouvoir amener de l'emploi dans ces territoires, si on ne veut que ça ne devienne pas désertique. Donc tout ça, on s'est réunis pour plusieurs thèmes. On va donc suivre ces travaux. Merci Daniel Chassaing, sénateur des Indépendants de Corrèze. Chiracien de toujours, j'ai vu. Absolument. Il vous paraît loin, l'esprit de Jacques Chirac? Oui. Un président proche des gens, c'est l'empathie. Oui, le président proche des gens, même quand Jacques Chirac était maire de Paris, Premier ministre, il était sur le terrain le week-end. Voilà. Donc, il était très proche des gens. Un message pour le chef de l'État actuel. Et c'est quelqu'un, pas subliminal. Et c'est quelqu'un qui a amené dans les territoires des emplois. Merci beaucoup. Vous avez été maire de Chambéry pendant 16 ans et 35 ans conseiller général de Corrèze. Daniel. Merci à vous. On passe à l'agenda dans un instant, ce qui se passe au Sénat. Merci. Alors, il s'en passe des choses au Sénat, Saveria, on va tout savoir. Et notamment, en ce moment même, l'audition de Pierre Moscovici, le commissaire européen, auditionné par la Commission des Affaires européennes et la Commission des Finances. À 9h, il faudra suivre la commission mixte paritaire sur le projet de loi de réforme de la justice, un texte important, un texte qui a été voté il y a 2 jours par l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire devant la commission des lois du Sénat. Et puis enfin, bien sûr, cet après-midi à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement, un événement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Voilà. Comment répondre à la crise des Gilets jaunes au-delà des mesures économiques? Emmanuel Macron a lancé l'idée d'une grande consultation dans les territoires, une consultation sur la transition énergétique, sur le pouvoir d'achat. L'exécutif qui entend associer étroitement les maires à ce débat. Regardez ce reportage de Quentin Calmet et Adrien Develay. Voilà, alors un petit problème sur ce sujet. On va passer tout de suite à la rubrique L'œil 2. On le verra sans doute dans une autre édition. Merci Saveria. On passe à L'œil 2. Benjamin Morel, qui est docteur en sciences politiques. On le retrouve. Bonjour Benjamin Morel, régulier dans cette émission. Régulier, avec vos analyses, vos éclairages. Merci d'être là. Bonjour Benjamin. Parmi les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, au-delà des mesures, on en a beaucoup parlé des mesures économiques et sociales, des mesures sur le pouvoir d'achat, il y a aussi des propositions politiques, institutionnelles, notamment une grande consultation citoyenne. Comment ça va se traduire concrètement? Alors pour l'instant, ça reste relativement flou parce qu'Emmanuel Macron l'a annoncé. Il avait déjà un petit peu esquissé ça dans son discours 2 semaines avant. Alors on dit que les premiers débats vont commencer samedi. Les premiers débats vont commencer assez rapidement. C'est peut-être pas une idée de les faire commencer si vite. Peut-être aurait-il fallu attendre un petit peu que les choses se calment et que le débat se mette en place. Néanmoins, il y avait un facteur politique. Il fallait que ça commence vite pour tenter de montrer que cette concertation, c'était pas du vent. Je vous interromps une seconde, car justement sur ce sujet, je voudrais qu'on regarde ce reportage sur le début justement de cette grande consultation, et notamment le fait d'associer les maires à cette consultation. C'est donc un sujet de Quentin Calmet et d'Adrien Develay. Selon Édouard Philippe, voici venu l'heure du débat.
Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, l'exécutif entend organiser dans les prochains mois une grande concertation sur la transition énergétique et sur le pouvoir d'achat. Une occasion aussi, selon le Premier ministre, de permettre à tous de s'exprimer, y compris ceux qui ne se sentent plus représentés. Il va falloir que nous trouvions les moyens de mieux associer nos concitoyens, ceux qui s'intéressent déjà, bien sûr, mais aussi ceux qui veulent s'exprimer en dehors des corps intermédiaires. Et je vous garantis, mesdames et messieurs, que dire ça n'est pas une remise en cause des corps intermédiaires en aucune façon. C'est simplement constater qu'il y a beaucoup de Français qui ne trouvent pas forcément leur compte ou pas forcément le sentiment d'être entendus en passant simplement par ces corps intermédiaires dont nous avons besoin. Le gouvernement entend se tourner vers les élus locaux et en particulier les maires pour la grande consultation dans les territoires. Quoi de mieux que la mairie pour avoir un débat de proximité dans un lieu de proximité? C'est toute l'idée et bien évidemment la volonté du gouvernement que de monter et d'organiser ce débat en lien direct avec les maires de France. Des consultations dont les contours doivent encore être actés avec les associations d'élus et la Commission nationale du débat public. Mais déjà, pour l'Association des villes moyennes de France, des pistes se précisent. Bien évidemment, on parlera de transition énergétique, bien évidemment, on parlera de mobilité, bien évidemment, on parlera d'imposition et de taxes, mais aussi, je pense, de la décentralisation. J'y avais fait allusion dans mon intervention. Je pense qu'il est temps d'une troisième décentralisation et que les élus locaux s'emparent de ce sujet-là. Des grands débats avec les maires donc, et dont on attend encore de connaître l'organisation exacte. Mais déjà, du retard est pris sur le calendrier. Les premières concertations devaient commencer ce samedi. Benjamin Morel, cette grande consultation citoyenne, comment ça va se traduire concrètement ? Pour l'instant, on a encore du mal à le voir. C'est-à-dire que, comme vous le montre bien votre sujet, tout bêtement, les cadres du débat, pour l'instant, sont assez flous. Sur quoi on va discuter ? Donc on voit que les élus ont déjà des idées. Il s'agit de parler de décentralisation pour eux, mais peut-être que pour les Gilets jaunes, ce n'était pas tout à fait les mêmes thématiques. On a également sur le terrain d'autres thématiques qui peuvent ressortir. Le président de la République nous a également parlé d'institutions, il nous a parlé d'immigration. Vous voyez pas trop ce que ça va faire dans le débat, mais du coup, c'est dans le débat. Donc on a quand même des thèmes et des problématiques qui sont extrêmement larges. Il va falloir cadrer tout ça au risque d'avoir un boogie-boulga qui risque de ne mener à rien en fait. Justement, on parlait de risques. Quels sont les dangers à votre sens de ce type de consultation ? Alors le type de danger, c'est que pour toutes les entreprises de démocratie participative en général et particulièrement pour ces débats-là, c'est en fait de reproduire ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire une consultation de ce qu'on appelle la société civile organisée, les associations locales, les associations culturelles, économiques, sociales, culturelles, bref, ceux qui ont déjà voix au débat, alors que cette crise, justement, est une crise des sans-voix. C'est-à-dire les gens qui sont sur les ronds-points ne se sont pas tournés vers les associations. Donc il faut arriver à organiser une consultation de ceux que justement d'habitude on n'entend pas. Parce que vous le disiez précisément, les Gilets jaunes, c'est aussi une crise de la démocratie représentative. De la démocratie représentative et des relais de la démocratie représentative. Quand vous avez un élu, cet élu, il consulte encore une fois la société civile organisée. Il consulte les associations. Or, le problème dans ce type de débat, c'est qui va être consulté, comment est-ce qu'on va écouter. Et là, il y a un vrai rôle, un rôle beau et en même temps un rôle dangereux des maires qui va être celui de faire parler ces sans-voix. Très bien, merci Benjamin Morel. Merci à vous. Benjamin Morel, et on retrouve vos tweets éclairants, bien sûr. Merci à vous d'être été sur ce plateau ce matin. On va passer tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, dans un instant. Voilà une édition spéciale des dernières nouvelles d'Alsace, évidemment, avec 16 pages sur l'attentat et toutes les polices de France qui sont à ses trousses. Saveria. Toutes les polices de France toujours mobilisées ce matin pour retrouver Cherif Shekat, le tireur présumé de l'attentat de Strasbourg. L'homme fiché S devait être interpellé mardi matin dans une affaire de tentative d'homicide. Le bilan de l'attaque est toujours de 2 morts. Une personne est en état de mort cérébrale. Le pronostic vital est engagé pour 2 autres blessés. À lire donc dans les dernières nouvelles d'Alsace, 16 pages spéciales, notamment sur la mobilisation des forces de l'ordre qui diffusent l'identité du suspect. Puis autre article, la traque après la tuerie. Le procureur de Paris a fourni les premiers éléments de l'enquête. Il a détaillé le parcours du tireur dans les rues de Strasbourg. Des témoins ont entendu l'assaillant crier Allah Akbar. Et puis à lire une interview également du chercheur Gilles Kepel. Les djihadistes ont suivi de près le mouvement des Gilets jaunes. Et puis c'est le temps du deuil pour l'autre grand journal du groupe Ebra, l'Alsace, ce matin.
Meurtrie mais debout, l'Alsace est en deuil depuis mardi, mais elle est prête à affronter ceux qui se posent en ennemi de la République. Il faudra bien plus qu'un fanatique pour sacrifier l'un des plus vieux marchés de Noël d'Europe, écrit Laurent Baudin dans son éditorial. Laurent Baudin qui conclut « L'attentat remet chacun devant ses responsabilités, gilets jaunes compris ». Il rappelle que policiers et gendarmes sont au service des citoyens et de la démocratie. Voilà, et c'est le Noël noir qui est à la une du Télégramme de Brest ce matin. La mobilisation des forces de l'ordre justement à la une du Télégramme, alors que la traque du tireur de Strasbourg continue ce matin. Le gouvernement a enclenché le plus haut niveau du plan Vigipirate. 1300 militaires supplémentaires vont être mobilisés pour garantir la sécurité des Français à quelques jours des fêtes de fin d'année. Voilà, alors qu'on a appris un 6e mort de gilets jaunes, Ouest France s'interroge sur ces gilets jaunes ce matin. Stop ou encore? Dans ce contexte ultra-sécuritaire et post-attentat, les gilets jaunes doivent-ils poursuivre leur mobilisation et notamment manifester samedi? Le gouvernement en appelle à la responsabilité des manifestants. La classe politique est divisée. Certains élus locaux réclament eux aussi une pause sur le terrain, sur les ronds-points. Les gilets jaunes restent mobilisés et on l'a dit ce matin, une 6e personne est morte, heurtée par un camion. C'était à Avignon. 6e victime donc depuis le début du conflit des gilets jaunes. Merci beaucoup Saveria. On retrouve demain pour la 3e partie de notre émission l'actualité parlementaire du Sénat et politique. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également sur le canal 13 de la TNT. La seule météo avec les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales ce matin. Et demain, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Hervé Morin, le président des présidents de région. Merci de votre fidélité. Bonne journée. Au revoir Saveria. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence. Shérif C est né à Strasbourg. Il a 29 ans et est bien connu des services de police. Condamné à 27 reprises, principalement pour vol et violence, il est fiché S depuis sa radicalisation lors de ses passages en prison. Cet individu devrait être en prison, puisqu'il était visiblement recherché par la police. Or, il était en liberté. Il est fiché S, il n'est pas surveillé. On ne peut pas surveiller 24 heures sur 24 ces 20 000 personnes qui sont fichées S. C'est absolument impossible, d'autant plus que la plupart d'entre eux n'ont commis ni crime ni délit, ce qui n'est pas le cas de cet individu. Il faut un principe de précaution. Pour les plus dangereux que l'on connaît, il faut intervenir avant. Alors que nous avons des personnes décédées, nous avons des personnes en urgence absolue, nous avons un terroriste qui est dans la nature et que les forces de sécurité sont mobilisées, qu'on fasse un tweet pour dire j'ai la larme à l'œil et 10 minutes après un tweet expliquant et mettant en cause les forces de sécurité, les dispositifs, etc. Franchement, c'est pas être très responsable. Il faut se poser la question de l'utilité des fichiers à partir du moment où on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de cette information pour pouvoir judiciariser des gens, les faire passer devant un tribunal et les condamner pour intelligence avec l'ennemi. Ça montre aussi que sans doute tout n'a pas été fait par les pouvoirs publics pour enrayer totalement cette menace qui nécessite à la fois des mesures très fermes en aval et aussi des mesures très fermes en amont, notamment sur la question migratoire. Monsieur Griveaux s'est livré à des propos scandaleux tout à l'heure, à la fin du Conseil des ministres, contre M. Wauquiez ou Mme Le Pen. C'est ridicule, parce que M. Griveaux nous interdit de nous poser des questions. S'il y a des failles, on verra. On aura tout le temps d'en discuter et de les corriger. Mais le faire au moment où la nation doit être unie pour
combattre entre guillemets cet individu et ceux qui éventuellement seraient ses complices me paraît assez minable. Dans ces circonstances, pour la patrie, le pire est que ses responsables se divisent. C'est pourquoi je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la totale solidarité des Insoumis dans la traque que vous avez entrepris pour capturer l'assassin. Symbole que nous adressons au reste du monde et d'abord aux terroristes, que la France, elle est toujours unie face aux barbares. Nous allons donc continuer à débattre, Monsieur le Président Mélenchon, à ne pas être d'accord, résolument, vous et moi, et au sein de cet hémicycle. Car c'est la meilleure façon de lutter, d'une certaine façon. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne façon de lutter. Et nous pourrons exprimer nos désaccords parce que fondamentalement, Monsieur le Président Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie.